Fidélité 20h sur la télévision Futur Média. Bienvenue à cette édition. Les titres, c'est tout de suite. Contre-attaque des avocats d'Ousmane Sonko face à la presse. Les conseils de l'opposant affirment que l'arrestation dont il est l'objet anéantisse de fait le contumax dont il est victime. Une conférence de presse qui, contre toute attente, s'est déroulée en présence de Juan Branco, avocat français, sous le coup d'un mandat d'arrêt international requis par l'État du Sénégal. Alors, comment comprendre l'apparition de Juan Branco à cette conférence de presse? Commentaire de la rédaction dans cette édition. La commune de Keur-Massar déjà sous les eaux après la première pluie enregistrée par la capitale. Autorité de la commune impute la faute à l'État du Sénégal et conseille à ses représentants de travailler en synergie avec les populations. L'AFTU lève son mot d'ordre de grève après 5 jours de paralysie du trafic. Opérateurs et membres du personnel ont fini par en tirer la hache de guerre. Les accords trouvés portent sur l'augmentation des salaires et la valorisation du statut des employés. Au Niger, la CEDEAO fixe un ultimatum d'une semaine aux putschistes et n'exclut pas un recours à la force. De son côté, la junte met en garde l'institution contre toute tentative d'intervention militaire. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Journal que nous ouvrons donc tout de suite avec la réplique des avocats de l'opposant Ousmane Sonko face à la presse. Les robes noires ont démonté les arguments brandis par le maître des poursuites pour justifier l'arrestation de leurs clients. Selon les conseils de l'opposant, la peine et le jugement sont anéantis par l'arrestation dont il est l'objet, alors qu'il n'y était pas du tout attendu à cette conférence de presse. Juan Branco, contre toute attente et sous le coup d'un mandat d'arrêt international, a créé la surprise au cours de cette rencontre et même volé la vedette au pool d'avocats. Le compte-rendu est signé à Mufay. Il a fallu 2 tours d'horloge aux avocats du leader de PASTEF d'exposer les motifs de l'arrestation de leur client. Ousmane Sonko fera face au doyen des juges ce lundi. Ses avocats très en colère balaient les charges du parquet contre le maire de Ziguinchor. Et des autres. Et que donc, M. Ousmane Sonko ne peut être détenu à aucun titre que ce soit du fait de ce jugement. Et qu'à la limite, la procédure de jugement devrait être reprise sur la corruption de MENA. Avec les infractions qui sont poursuivies, si le procureur motive son réquisitoire, c'est-à-dire l'acte par lequel il saisit le juge d'instruction, conformément à l'article 139, ça veut dire que le juge d'instruction est lié. Ça veut dire tout simplement qu'il va le placer sous mandat de dépôt. Autrement dit, Ousmane Sonko ne rentrera pas demain. Et ça, c'est une précision, à mon avis, à dire. Ce qu'on appelle l'effet relatif de la peine. Si on doit sanctionner, on ne doit sanctionner que Ousmane Sonko. Mais dans les mesures prises, ses épouses, sa famille en souffrent, ses enfants en souffrent, et tout le quartier en souffre, ses voisins en souffrent. Avec cette arrestation, la peine et le jugement sont anéantis lorsque le contumax est arrêté, disent-ils. C'est pourquoi, quand c'est Ousmane Sonko, nous vous avons dit tout à l'heure que tout devient inédit et les règles sont chamboulées. Dès lors qu'il est arrêté, la peine et le jugement sont anéantis. Et Ousmane Sonko retrouve ses droits. À la surprise générale, l'avocat Juan Branco, sous le coup d'un mandat d'arrêt international à Paris, et défie le procureur. C'est parce qu'il est particulièrement important et que les conséquences que ma présence ici peut avoir peuvent être cardinales pour ma vie, pour celle de mon client et de millions de Sénégalais. Vous avez perdu, ce faisant, à nous, hommes de droit, notre respect. Je suis venu prêter main forte à ceux qui ont décidé de défier le malheur et la fatalité. Après 55 jours de barricade chez lui, Ousmane Sonko est entre les mains de la justice, une entrave à son droit constitutionnel selon ses avocats. Et nous restons avec cette conférence de presse. Le parti PASTEF parle d'une violation des droits et d'une volonté manifeste d'empêcher Ousmane Sonko de se présenter à la présidentielle de février 2024. Une candidature qui, selon les membres du bureau politique, n'est pas négociable. Voici Biram Souley Diop que je vous propose d'écouter.
nous faisons face à une entreprise mûrement planifiée de liquidation du favori à l'élection présidentielle de 2024. Et le projet, c'est d'empêcher Ousmane Sonko de participer à cette élection peut mettre en péril la paix et l'unité nationale. Nous précisons bien, le combat de Pastef n'a jamais été un combat contre l'État. Il n'a jamais été un combat contre nos institutions. Nous sommes des patriotes. Il s'agit d'un combat contre un système, contre un homme qui utilise les moyens de l'État pour réduire au silence son opposition, sa population et éliminer tous ceux qui s'opposent à lui, et en premier aujourd'hui le président Ousmane Sonko. Nous avons noté qu'après avoir réussi à déjouer la vigilance populaire pour arrêter le président Ousmane Sonko sous un fallacieux prétexte, on invente maintenant des charges allant jusqu'à l'accuser de crimes commis par des personnes identifiables contre la population sénégalaise depuis 2 ans et dont le monde entier est témoin. Ceci afin de rendre le président Ousmane Sonko inéligible et surtout afin de pouvoir l'emprisonner pendant longtemps. Et qu'il soit entendu aujourd'hui ou lundi, cela ne présente pas un intérêt parce que quasiment le placement sous mandat de dépôt est certain. Le procureur sait pertinemment que l'arrestation du président Ousmane Sonko anéantit la décision dans l'affaire Sweet Beauté et casse la contumace. Mais il veut, en violation flagrante de la loi, maintenir cette contumace pour sans doute permettre de radier Ousmane Sonko des listes électorales. Retour sur la présence de Juan Branco, l'avocat français, donc sa présence à Dakar. Juan Branco, qui, vous le savez, est sous le coup d'un mandat d'arrêt international et qui a débarqué à Dakar sans crier gare. Alors, comment comprendre cette apparition de l'avocat français à cette conférence de presse? Le commentaire est signé Chérif Diop. Sans crier gare, Maître Branco débarque à Dakar. Cette apparition de l'avocat français est un bras d'honneur à la justice sénégalaise. Sous le coup d'un mandat d'arrêt international lancé par le parquet de Dakar, le proche de l'ultra-gauche en France a eu le toupet de débarquer au Sénégal, le couteau entre les dents. Avec cette démarche provocatrice, la robe noire nargue tous les praticiens du droit, les avocats d'Ousmane Sonko y compris. Mais au fond, ce n'est pas si surprenant, tant l'homme visé par un signalement du Quai d'Orsay après la révélation par l'avocat de l'identité de fonctionnaire de l'ambassade de France au Sénégal clive et indispose dans son pays, la France. Adepte des coups d'éclat, l'avocat controversé est un as de la provocation. Cet après-midi, Maître Branco a eu la latitude de déclamer une corrosive diatribe à l'endroit du procureur de la République, aux côtés de ses confrères sénégalais, fascinés pour certains et gênés pour d'autres, comme Maître Dembassiré Bathily. Ce dernier a eu le courage de montrer son agacement devant une telle défiance de l'institution judiciaire venant d'un enfant du pays colonisateur, un pied de nez à la justice d'un pays souverain. Inacceptable. La prise de parole de Maître Branco est d'autant plus déplaisante que certains avocats sénégalais présents ont feint la surprise de sa présence à Dakar. Mais au fil de la décharge de la bile de Branco, la prise de parole est devenue lourde pour tous. L'attitude des avocats sénégalais de Ousmane Sonko est tout aussi surprenante, voire incompréhensible, car comment comprendre la starisation qu'ils font de Juan Branco? Le nœud de l'intrigue, c'est tout de même de laisser croire que Maître Juan Branco, aussi brillant serait-il, peut débarquer à Dakar pour révolutionner le droit sénégalais, alors que l'opposant Ousmane Sonko dispose déjà d'une belle brochette d'avocats aussi brillants les uns que les autres. La majeure partie des Sénégalais ont découvert Maître Juan Branco lors de son refoulement du sol de Dakar. Cet homme est loin d'être un avocat de premier plan en France, comme on veut nous le faire croire. Il est à des années-lumière des figures du barreau de Paris. Juan Branco est loin de l'expertise des Pierre Haïk, Hervé Temim, l'actuel ministre français de la Justice Éric Dupond-Moretti, ou Jean-Louis Pelletier, Thierry Levy, Henri Leclerc et j'en passe. Alors pourquoi diantre porter au pinacle le trublion avocat? Aussi brillant et courageux serait-il, l'illustre bâtonnat sénégalais mérite plus de respect. Dans le même temps, la justice sénégalaise, que l'on approuve ses décisions ou pas, mérite un peu de considération.
Un commentaire signé Chérif Diop, invité de l'émission Grand Jury sur la RFM ce dimanche. Cheikh Oumar Anne, ministre de l'Éducation nationale, par ailleurs responsable APR, dit approuver la sortie du procureur et les précisions qui ont découlé de sa conférence de presse. Les appels à la violence et les attaques contre les biens publics et privés ne sauraient prospérer. Je vous propose de l'écouter. De ce que le procureur a dit. Je ne suis pas surpris parce que tout ce qui a été dit, nous l'avons vécu ensemble. C'est sur la base, j'ai vu le communiqué du procureur, j'ai vu que tout ce qui a été dit, moi personnellement, j'ai vu que ça s'est passé comme ça. Quelles sont les implications judiciaires? Qu'est-ce qui va être fait? Ça, je ne peux pas me prononcer personnellement. Mais sur la question du vol, en tout cas, ce qui est le truc, c'est lui, le premier, qui a fait un communiqué pour dire qu'il a pris le portable d'une femme gendarme. Et je pense qu'il n'en a pas le droit quand même, ça. J'ai été aux assises, au dialogue national. La question du respect des institutions, des appels à la violence, ont été posés, discutés par les acteurs politiques. Et les gens considèrent qu'on devrait bannir ça de notre situation. Et ça, tout le monde avait constaté que depuis un certain bout de temps, en tout cas depuis février 2021, de façon répétitive, des appels à la violence, des appels au respect de nos institutions, des attaques contre nos forces de défense et de sécurité, d'attaques contre des intérêts étrangers, d'attaques contre des commerces. Tout ça, nous l'avons vécu, nous tous. On ne peut pas dire que ça n'a pas existé. Maintenant, qui est responsable et qui n'est pas responsable? Moi, je pense que l'État, nous tous, nous avons dit que l'État devait prendre ses responsabilités pour que cela ne se répète plus. Aujourd'hui, que le procureur est sorti pour dire qu'ils ont fait des enquêtes et tout concourt à quelque chose, laissons la justice faire son travail. Après la première pluie enregistrée à Dakar et la banlieue, la commune de Keur-Massar vit déjà au rythme des inondations. Les autorités de la commune se plaignent, accusent l'État central d'être responsable de la situation. Elles appellent toutefois les gouvernants à se rapprocher davantage des populations pour lutter contre ces inondations. Je vous propose d'écouter Ibrahim Ndiouk. Il est conseiller municipal et s'exprime au micro de Layan. Nous avions eu à effectuer le terrain, à faire des visites sectorielles, aller sur le terrain et discuter avec les populations. Je pense que cette visite-là, c'est la deuxième. Aujourd'hui, nous sommes venus pour dire aux populations que nous venons en appoint. Et nous allons venir en appoint, s'il plaît à Dieu, d'ici demain, les motopompes de grande envergure vont venir. Et nous allons faire le dispatching et pour permettre aux populations de souffler. Parce qu'à l'heure où nous sommes, ce n'est plus l'heure de la parole, mais c'est l'heure des actes. D'ici demain, nous allons recevoir presque 4 motopompes électriques de grande envergure pour mettre ça, pour positionner ça dans les secteurs les plus affectés. C'est pour cela que nous demandons aux populations, nous venons leur dire que vraiment nous sommes à vos côtés et nous ne compterons pas leur laisser vraiment en rade. Je ne connais pas au fond des choses la démarche de ADM et les autres entités. Ce que je peux vous dire, que nous leur appelons et nous leur demandons de venir en aide parce que ce sont des services étatiques. C'est eux qui doivent venir parce que la responsabilité des inondations, c'est l'État qui doit jouer son rôle. Effectivement, parce que nous avions vendu un plan décennal de 766 milliards 988. Et jusqu'à présent, les populations peinent, patauchent dans l'eau. Et puis, une fois n'est pas coutume, des prévisions météo dans ce journal. L'hivernage oblige avec des précipitations importantes notées un peu partout sur le territoire, même si les quantités seront moins élevées dans Dakar. Des pluies qui vont tomber tout au long de la semaine prochaine avec une rareté des précipitations le mardi 2 août. Les explications sont de Tidiane Kamara. Il est ingénieur et prévisionniste à l'ANACIM. Je vous propose de l'écouter au micro de Mambiram Diouf. Il a plu sur pratiquement tout le territoire au courant de la journée d'hier
samedi à ce dimanche. Et donc les quantités recueillies ont été assez conséquentes sur une bonne partie du territoire, avec des quantités qui sont quand même supérieures à 20 mm enregistrées vers Bambey par exemple. Mais aussi nous avons enregistré des températures qui excédaient 30 mm sur le sud du pays, entre Kédougou et Ziguinchor. Mais également 39 mm ont été recueillis précisément à Koungheul. Donc pour dire des quantités assez énormes qui ont été recueillies un peu partout sur le territoire, qui témoignent d'une pluie qui a été quand même assez importante sur une bonne partie du territoire. Et un peu vers l'ouest du pays, vers Dakar principalement, les quantités n'ont pas été trop élevées. Cependant, on a quand même recueilli de la pluie un peu partout dans la capitale. Et les pluies donc vont continuer au courant de ce dimanche allant à demain lundi sur le sud du territoire, toujours de Ziguinchor jusqu'à Kédougou, passant par Sédhiou et Kolda, mais également vers Fatick et Kaolack, nous aurons toujours les pluies qui vont persister. Et sur l'ouest du pays aussi, entre Dakar, Thiès, Mbour, nous aurons également quelques pluies notées entre ce dimanche et demain lundi. Également des pluies qui seront retrouvées vers le nord, à Matam, Podor et Saint-Louis bien plus tard, au courant de ce dimanche allant à demain lundi. Et nous verrons que dès le mardi, les pluies vont commencer à se faire rares sur le centre et un peu vers le nord du pays, mais reste toujours d'actualité sur le sud, de Ziguinchor jusqu'à Kédougou et un peu vers le centre-sud, où nous pourrons avoir de temps à autre quelques pluies qui concerneraient la zone. Donc à partir du mardi allant jusqu'à la fin de semaine. À Kermouss, les populations du village de Niakhat qui pensaient avoir obtenu la fermeture de l'usine Ganisha ont peut-être crié victoire un peu trop tôt. La direction de l'usine de recyclage de batteries vient en effet de confirmer que son site n'a pas été fermé mais plutôt mis en demeure d'améliorer ses conditions de travail afin de mieux préserver l'environnement. Les précisions dans ce reportage de Charanta Diop et Seylatir. Aujourd'hui, notre objectif, c'est la désinstallation de cette usine. Nous allons utiliser toutes les voies de recours mises à notre disposition pour que l'usine soit désinstallée. Pour Bala Sissoko, le responsable administratif de Ganisha Sénégal, le ministre de l'Environnement n'a jamais ordonné la fermeture de l'usine. Mais il avait demandé à la direction d'améliorer les conditions de travail et d'investir dans la protection de l'environnement. Il n'a jamais ordonné. Il nous avait mis une mise en demeure d'arrêt pour revoir certaines recommandations. Que l'on pense maintenant que tout est déjà réglé. Actuellement, on attend leur décision. Déjà, des réalisations ont commencé, nous confirment les directeurs administratifs. Le confinement de toute l'activité dans la hangar de l'usine, le bétonnage de toute la surface que les produits traversent, le four en train de fonctionner, il n'y a même pas de fumée qui sort parce qu'il y a un système de filtrage de 98 filtres qu'on a installés dans ces blocs-là, qui font qu'il n'y a rien qui échappe dans l'air. Il y a des cabinets qui sont passés ici, ils ont contrôlé la qualité de l'air au niveau de l'usine, dans les environs, même dans le village de Ndiakhat qui est le village le plus proche. Nous, on a un chef de personnel qui se charge du recrutement, il habite le village même. Plus de 150 personnes sont employées dans cette usine spécialisée dans le recyclage de matériel non ferreux implanté ici à Ndiakhaté, dans la commune de Kermouss. La main-d'œuvre locale est privilégiée selon Bala Sissoko. Le coût global du projet est d'1 milliard de francs CFA. Allez, parlons de l'AFTU à présent. L'AFTU qui vient de lever son mot d'ordre de grève après 5 jours de paralysie du trafic. Opérateurs et membres du personnel ont fini par enterrer la hache de guerre. Les accords trouvés portent sur l'augmentation des salaires et la valorisation du statut des employés. Le reportage est signé Alassane Diafarapa. Les populations sont fatiguées. 5 jours de grève, c'est trop. Nous transportons par jour 1 300 000 passagers. Donc vous voyez, je ne parle même pas des populations. Mais économiquement, c'est beaucoup de pertes. Mais bon, heureusement, nous nous sommes accordés avec le syndicat des travailleurs. C'est notre famille et ils l'ont compris. Nous avons décidé d'augmenter leur salaire et de démarrer la signature des contrats et le versement des cotisations sociales. En tout, nous avons décidé de revoir nos méthodes de travail et d'aller vers la formalisation. Les accords ont été signés hier soir et nous allons patienter jusqu'au mois de septembre ou octobre même, le temps de régler toutes ces questions qui ont fait objet d'accords
Cela va nous éviter, après des polémiques ou des malentendus. Le normal, nous dégoûte, d'autant ben tiraillement. Hors de chez nous, au Niger plus précisément, la CEDEAO vient de fixer un ultimatum d'une semaine aux putschistes et n'exclut pas un retour à la force. De son côté, la junte met en garde l'institution contre toute tentative d'intervention militaire. Le récit est signé d'Issa Prera. Tolérance zéro contre les putschistes de Niamey, c'est ce que semble dire la CEDEAO et l'UEMOA avec ces mesures prises par ces organisations. 4 jours après le coup d'État contre Mohamed Bazoum, des sanctions à effet immédiat. Premièrement, la fermeture des frontières terrestres et aériennes entre le Niger et les pays de l'UEMOA. Deuxièmement, l'interdiction du survol de l'espace de l'UEMOA à tout aéronef à destination ou en provenance du Niger. Troisièmement, la suspension de toutes les transactions commerciales et financières entre les pays de l'UEMOA et le Niger, y compris celles portant sur les produits pétroliers, l'électricité, les biens et services. En plus de ces mesures, l'UEMOA et la CEDEAO imposent aussi un blocus commercial et économique. Ainsi, ces organisations veulent mettre la pression sur Abdelrahman Tchani et ses acolytes afin qu'ils remettent le pouvoir à Mohamed Bazoum. Le gel des avoirs financiers et monétaires des entreprises publiques et parapubliques du Niger, à la BCEAO et dans les banques commerciales des pays de l'UEMOA. Septièmement, la suspension des opérations financières entre les banques du Niger et les banques installées dans les autres pays de l'UEMOA. Huitième mesure, la suspension de toute assistance et transactions financières en faveur du Niger par les institutions de financement de l'UEMOA, particulièrement la BOAD. Au-delà du soutien des chefs d'État et de gouvernement des pays de la CEDEAO et de l'UEMOA au président Mohamed Bazoum, il est aussi prévu une réunion des chefs d'État-major qui doit se tenir en urgence pour soumettre, et ce rapidement, un plan d'action. Retour au Sénégal pour la seconde fois de son histoire. Le plus vieux navire de la marine italienne, Amerigo Vespucci, a accosté au port de Dakar ce samedi matin. Considéré comme un symbole en Italie, ce bateau a pour mission de former des étudiants de l'Académie navale d'Italie, de recueillir des données mondiales, mais aussi de combattre la pollution marine. Durant son escale au port de Dakar, plusieurs activités sont prévues selon l'ambassadeur d'Italie à Dakar, notamment un colloque pour discuter de la dépollution de la baie de Han. Je vous propose d'écouter Giovanni Umberto De Vito, ambassadeur d'Italie à Dakar. Il est au micro de Fatima Touré Youssoubaro. Comme il a été dit, Amerigo Vespucci est un symbole de l'Italie. On est très orgueilleux de l'avoir à Dakar. Comme il a été dit, le Vespucci est une plateforme de ce que l'Italie représente. Et nous, comme ambassade, on a essayé d'organiser un programme d'activité. On a prévu un programme. Mais je pense que les aspects principaux peuvent se reconduire à une visite des cadets sénégalais. Bien sûr, il y a toujours des échanges entre militaires sur la formation en mer. Nous, on a aussi profité pour permettre aux étudiants du lycée de Thiès et aux étudiants de langue italienne de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar de pouvoir visiter le bateau et de connaître la vie à bord. On a aussi prévu une conférence scientifique qui aura lieu dans la journée de lundi. Là, on a beaucoup collaboré avec la Marine nationale du Sénégal. Je voudrais souligner que cette escale est en fait une occasion pour célébrer les relations entre l'Italie et le Sénégal, qui sont des relations très très bonnes, qui se sont renforcées ces dernières années. Je voudrais surtout les féliciter pour le choix du port de Dakar. Comme il a été dit, l'étape ici au Sénégal est la seule étape en Afrique subsaharienne.
Les rideaux sont tombés sur le pèlerinage de Guédiaka à Malika. Comme chaque année, plus d'un millier de fidèles layennes ont répondu présents à l'appel. Des prières ont été formulées pour la paix au Sénégal. Seydina Magnon Lay, porte-parole du Khalife général des Layennes, s'exprime au micro de Abdoulaye Patéane. Vraiment, nous prenons la paix comme l'a toujours prôné Sénégal alayhi salatu wassalam. Nous demandons aux populations d'être calmes, d'être patients et essayer un peu d'écouter un peu nos autorités religieuses et administratives pour que nous puissions régler ces situations-là à l'amiable. Je l'ai toujours d'ailleurs dit, j'ai dit les autorités religieuses ont une part de responsabilité dans le fonctionnement de ce pays-là. À l'époque, j'ai même proposé un organe de veille, de conseil et d'alerte, regroupant tous les chefs religieux. Si nous avions cet organe-là, certainement on n'en serait pas là aujourd'hui. Et culture pour finir, le collège universitaire d'architecture de Dakar en partenariat avec la direction du patrimoine culturel du Sénégal ont organisé une journée de réflexion sur le thème Dakar, ville portuaire africaine, défis et enjeux de la sauvegarde des patrimoines culturels traditionnels et modernes. Cette rencontre a pour objectif de montrer les possibilités de cohabitation entre les patrimoines traditionnels et modernes à Dakar associés à son statut de ville portuaire moderne. Le compte-rendu de la rencontre, Ibou Diouf et Pape Sangone Mbaye. Un panel d'experts spécialistes du patrimoine, des moments de réflexion, de partage de connaissances sur les exemples de cohabitation entre patrimoine traditionnel et patrimoine moderne à Dakar. L'objectif visé est de maîtriser les enjeux et stratégies pour réussir une bonne sauvegarde du patrimoine culturel. De faire pendant une demi-journée en sorte que nous réfléchissions sur ce que le patrimoine de Dakar devrait pouvoir nous apporter à nous tous, aussi bien à l'autorité qu'au public. Dakar, ville cosmopolite dont l'identité est issue d'un brassage des peuples d'Afrique et d'autres horizons, constitue aujourd'hui un laboratoire important pour analyser les capacités de résilience d'une communauté locale pour la préservation de son patrimoine face à la modernité. On est capable de dire, par exemple, au Sénégal que nous avons un patrimoine, que les forêts de baobab, c'est notre patrimoine, mais en même temps, on est capable de les vendre ou de les offrir aux plus offrants et de les voir disparaître. Donc, c'est quoi l'enjeu du patrimoine dans ce cas-là? C'est le même problème pour le littoral du pays. Les sites aujourd'hui sont menacés par le changement climatique, sont menacés par l'avancée de la mer. Tout cela constitue également des menaces. Et par rapport à tout cela, je pense qu'il nous faut avoir un fonds extrêmement important pour pouvoir les préserver. Le centre de recherche et de documentation également sur le patrimoine subaquatique constitue également, si vous voulez, un projet extrêmement important à la direction du patrimoine culturel sur lequel nous devons aujourd'hui nous focaliser. Ces experts ont aussi compris que les effets positifs du tourisme culturel sont indéniables. Ils stimulent l'économie locale, font entrer des devises et génèrent des emplois. Au total, nous avons 7 sites sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Il y a des pays qui courent derrière un seul site et qui n'y arrivent pas. Et je pense que nous avons eu la chance d'avoir quand même un nombre extrêmement important de sites classés sur la liste du patrimoine mondial, ce qui permet de mettre le Sénégal sur orbite. Et ça, c'est extrêmement important. Cette réflexion a été l'occasion pour réunir les parties prenantes, notamment les communautés détentrices, les responsables de la gestion du patrimoine et les chercheurs et autres étudiants sur le thème Dakar, ville portuaire africaine, défis et enjeux de la sauvegarde du patrimoine culturel, traditionnel et moderne. Et puis quelques nouvelles de nos Lionnes actuellement à Kigali dans le cadre de l'afro-basket féminin et ça se complique un peu pour la tanière battue hier par l'Ouganda. Elles sont dominées au dernier quart-temps par le Mali sur un score de 55 à 36. L'espoir s'amoindrit mais nous croisons tout de même nos doigts d'ici la fin du match. Voilà pour nos Lionnes.
Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. L'actualité se poursuit sur toutes nos plateformes digitales. Excellente suite de programme en notre compagnie et bon début de semaine à toutes et à tous.